Quand on a les dents longues et que l'on rêve d'accéder au pouvoir, on peut se lancer dans la politique et espérer ainsi arriver un jour au sommet. Séduire pour rassembler, ruser, se battre, créer des alliances ou même trahir les siens. La lutte pour la suprématie est aussi âpre et aussi stratégique chez certains animaux que chez nous. Alors si l'homme est, comme le pensait Aristote, un animal politique, il n'est peut-être pas le seul. Depuis des millions d'années, les animaux cohabitent sur cette planète. Bien avant nous, ils ont adopté des règles et des stratégies politiques pour vivre en communauté. Nous allons rencontrer de cruels despotes, des démocrates convaincus, des tribus guerrières ou des partisans de la paix sociale. Une sorte de tour du monde des différents systèmes politiques qui gouvernent les animaux. Chaplin l'a brillamment montré dans ses satires politiques. La dictature est le terreau de toutes les corruptions, quand elle ne conduit pas à la guerre et à l'esclavage. Dans le monde animal, l'esclavagisme est un système politique éprouvé. Tout est calme pour l'instant dans cette forêt sèche. Mais dans 2 heures éclatera une guerre au sommet. L'exploitation de l'homme par l'homme a été officiellement abolie à la fin du XIXe siècle. Ce vent de liberté n'a pas soufflé sur le monde des insectes. Une centaine d'espèces de fourmis pratiquent l'esclavage depuis des millions d'années. L'entomologiste américain Howard Topoff étudie depuis 20 ans les fourmis esclavagistes, notamment en Arizona. Voici le lieu des hostilités entre les 2 groupes de fourmis. Celles de ce nid vont aller attaquer une autre espèce, à plusieurs dizaines de mètres d'ici, lui voler ses larves qu'elles ramèneront chez elles pour en faire des esclaves. Les fourmis Polyergus ne font rien par elles-mêmes. Elles ne ramènent pas de vivres, ne s'occupent ni des jeunes, ni de la reine, n'entretiennent pas leur fourmilière. Elles sont incapables de survivre, sauf à réduire en esclavage une autre espèce qui travaillera pour elles. Première étape, le raid. Une armée d'ouvrières marche vers une fourmilière étrangère. Toujours selon le philosophe grec Aristote, l'esclavage peut se justifier tant que les intérêts du dominateur et du dominé sont les mêmes. Est-ce bien le cas des Polyergus et des Formica? Les pillardes utilisent un arsenal chimique perfectionné pour neutraliser les ouvrières Formica. Celles qui ne sont pas encore touchées donnent l'alerte dans les galeries. Certaines essaient d'emmener la reine, d'autres de sauver les cocons. Mais il est déjà trop tard. La reine des Polyergus, prête à pondre, a suivi des guerrières. Elle va tenter de prendre le pouvoir au sein de la fourmilière des Formica. C'est la 2e phase de l'opération. Pendant ce temps,
les ouvrières procèdent déjà à l'enlèvement systématique des cocons, leurs futurs esclaves. Une fois dans la fourmilière de Formica, la reine Polyergus doit avant toute chose trouver la reine adverse et la tuer. En étudiant ce phénomène en laboratoire, nous avons découvert que non seulement elle la tue, mais qu'en plus, elle la lèche partout. Sa tête, son thorax, son abdomen. Elle peut la lécher ainsi pendant une vingtaine de minutes. Et c'est seulement ensuite que les ouvrières Formica acceptent de se soumettre à la reine Polyergus. Ce qui laisse à penser que celle-ci s'est emparée des phéromones, des sécrétions chimiques de la reine Formica. Howard Topov et son équipe en ont eu la preuve en analysant les molécules de l'épiderme de chacune des deux reines. Avant le combat, le profil chimique de Polyergus est bien différent de celui de la reine Formica. Après que l'usurpatrice ait tué son adversaire, son identité chimique commence à changer. Elle se met à ressembler à celle de la défunte reine. Autrement dit, elle se déguise en Formica pour soumettre les ouvrières Formica. Il n'y aura donc pas de révolte. Les ouvrières dupées deviennent de parfaites esclaves dont la première mission est de s'occuper des œufs pondus par la nouvelle reine, c'est-à-dire d'élever leur futur maître. Une fois écloses, ces nouvelles générations de Polyergus iront à leur tour piller des fourmilières Formica afin de grossir leur régiment d'esclaves. Chez les fourmis, la spécialisation morphologique d'un individu détermine son rôle. Ici, la reine pond quand ses ouvrières pillent. Bien sûr, tout devient plus arbitraire lorsque les membres d'une société naissent identiques, donc théoriquement égaux. Plutôt que de régner seuls sur leur peuple, certains chefs d'État optent pour la coalition. Moyennant des accords de respect mutuel, chacun y trouvera son compte. C'est le cas des babouins Hamadryas, on les appelle aussi babouins du désert. Leur royaume commence dans les régions arides du Moyen-Orient. Ces babouins ne vivent jamais sous la coupe d'un chef unique et tout-puissant. Ils préfèrent s'organiser en bandes constituées de plusieurs harems de femelles. Chaque mâle dominant règne en maître sur un de ces harems. Une bande ne saurait fonctionner sans une certaine cohésion. Alors, quand le groupe doit se déplacer, les mâles dominants décident ensemble de la direction à prendre. Chez les babouins Hamadryas, le machisme a pignon sur rue. Le chef du harem exerce sur ses femelles des droits exclusifs, les surveille étroitement, les empêche de trop s'éloigner. Que l'une d'elles dépasse les limites, et il lui en cuira. Tous les moyens sont bons pour faire respecter les interdits. Au mieux, la coupable sera mordue au cou par le mâle furieux. Au pire, ramenée manu militari dans le périmètre de sécurité. Quant aux femelles en chaleur, elles sont en permanence tenues en laisse. Protester serait peine perdue.
Si une femelle échappe malgré tout à cette garde rapprochée, elle ne jouit pas très longtemps de sa liberté. Les mâles célibataires l'attendent au tournant pour se jeter sur elle et la kidnapper. Il s'agit maintenant de défendre cette conquête et d'asseoir son autorité. S'approprier une femelle et se constituer un harem ne peut que rehausser le statut social d'un mâle. Dans cette compétition entre machos, il n'est pas indispensable de se battre pour remporter le morceau. Celui qui sait attendre la bonne occasion peut aussi bien arriver à ses fins, conquérir la fugitive et fonder son harem. Les babouins ne sont pas forcément des inconditionnels de la politique musclée. Parmi ceux qui visent une promotion sociale, il y a aussi les partisans de la révolution tranquille, qui consiste à se faire admettre pacifiquement dans un harem comme mâle satellite. Deux conditions à cela: être jeune et patient. Jeune pour que le mâle dominant ne se sente pas directement menacé. Patient, car pour devenir calife à la place du calife, il faut instaurer progressivement des relations de confiance avec le dirigeant en place et les femelles juvéniles. Pour maintenir la paix sociale, les babouins hamadryas tissent entre mâles dominants un réseau d'alliances très subtil. Deux harems ou plus s'unissent en bande, coopèrent et négocient selon des protocoles précis. Bien avant que Machiavel n'expose à Laurent de Médicis ses conseils pour conserver le pouvoir politique, les babouins observaient déjà un de ces principes. Sur toute chose, ce qui fait le plus haïr est de piller les biens et de prendre par force les femmes. D'où cet accord tacite entre les différents chefs de harem d'une même bande. Pas question de toucher les femelles du voisin. Et chacun s'y tient. Ce consensus doit être en permanence réaffirmé par des gestes codés, hochements de tête, petites tapes sur l'épaule et autres signes de ralliement. Ainsi, les harems des babouins hamadryas se rapprochent finalement beaucoup de nos sociétés humaines. La compétition agressive s'y transforme en une coopération, un arrangement entre mâles qui se connaissent et respectent la propriété d'autrui, en l'occurrence, les femelles. À l'opposé des harems où sévit la répression, voici le royaume de la permissivité. Chez les bonobos, on applique au pied de la lettre un slogan qui a eu ses heures de gloire. Faites l'amour, pas la guerre. Pas de mâles frustrés et possessifs, pas de machisme, ni de soumission des femelles. Chez les bonobos, les relations sexuelles ne servent pas seulement à se reproduire, elles sont aussi une agréable façon de réaffirmer les liens entre individus et d'apaiser les tensions. Le sexe est pour eux un véritable langage politique. On peut copuler à tout moment avec son voisin pour éviter une dispute à propos de la nourriture ou pour renforcer les affinités qui vous lient à lui. Les
comportements sexuels varient à l'infini, sans aucune restriction quant à l'âge et au sexe du partenaire. Et l'affaire se conclut dans n'importe quelle position, y compris le face-à-face. Les discordes ainsi réglés n'engendrent apparemment que du bien-être. Les bonobos ont peut-être trouvé là un des pivots de la société égalitaire. Soldiers, in the name of democracy, let us all unite! La démocratie, une invention des hommes ou un système vieux comme le monde animal? Des chercheurs de l'université du Sussex ont été amenés à se poser la question lors d'une étude menée sur l'île de Rome, au large de l'Écosse. Cette île est un domaine entièrement réservé aux cerfs depuis une quarantaine d'années. Ils sont plus de 350, tous équipés de colliers émetteurs et étroitement observés par les plus grands spécialistes des cervidés. Voici un groupe de biches avec leurs fans qui, comme chaque jour, descendent paître dans la vallée. Une fois repus, ils se couchent pour ruminer tranquillement. Mais que va-t-il se passer ensuite? Qui va prendre la décision de se lever? Verra-t-on un chef imposer sa volonté? Une première biche se lève, mais reste sur place. Pour l'instant, elle n'a pas vraiment l'attitude d'une suffragette. Elle se démarque simplement des autres en se levant pour recommencer nonchalamment à brouter. Le groupe l'a vue. Rien de plus pour le moment. Enfin, une seconde biche se lève. Puis une troisième, chacune imitant le geste de la précédente. Dans le quart d'heure qui suit, plusieurs biches vont faire de même, sans pour autant s'éloigner du groupe. Exactement comme des mains se lèveraient pour voter dans une assemblée. Le plus étonnant est que les biches et leurs petits ne se décideront à avancer que lorsque le nombre d'individus levés atteindra plus de la majorité. À ce stade, la décision sera votée, entérinée, et le troupeau se remettra en mouvement. Chez les cervidés de l'île de Rome, ce sont donc les choix d'une majorité qui prévalent et non plus ceux d'un chef omnipotent, ni même d'un groupe d'individus. Chaque biche joue ici son rôle de citoyenne en votant avec ses pieds. Dans un vote aussi spontané, il n'y a pas de place pour la tricherie. Celle-ci n'apparaît que lorsque les relations sociales se compliquent. Now he pauses before a woman with a child. Camera. Even the baby is thrilled and seems all smiles at His Excellency's attention. Ruser, séduire, manipuler, trois attributs du politicien qui se retrouvent à des degrés divers dans certaines sociétés animales. On aborde là les manœuvres souterraines de la politique, dont les deux principaux ressorts sont la tromperie et la duplicité. Le politicien poursuit d'abord son objectif discrètement et reste autant que possible dans l'ombre pour éviter que le public ne voie clair dans son jeu. De la même manière, les animaux nocturnes investissent en silence la ville endormie pour mieux surprendre leur proie. Parmi eux, des rois de la politique qui forment une véritable société parallèle à la nôtre, les rats. Depuis toujours, les rats nous dégoûtent à cause des maladies dont ils sont porteurs. Nous troublent par leur intelligence et nous inquiètent parce que prolifiques et envahissants. Là où il y a des hommes, il y a des rats. Leur défense est très bien organisée.
Le premier qui perçoit un danger émet des ultrasons pour alerter son groupe. À bon chat, bon rat. Les trois mousquetaires se sont précipités dans le premier refuge venu par une passerelle inaccessible à leurs poursuivants. Seulement, ils se trouvent sur le territoire d'une autre colonie qui crie déjà à l'invasion. En politique, le rapport de force est souvent incontournable. Le politicien doit imposer sa volonté aux autres par la dissuasion, par la contrainte ou par une combinaison des deux. Et une fois élu, il a le devoir de protéger son peuple. C'est valable également dans la société des rats. Prendre des risques pour défendre sa tribu, c'est le prix à payer pour être chef. Encore que, chez les rats, les risques soient faibles. La hiérarchie se met en place par l'intimidation plutôt que par de vrais combats. Toiser son adversaire ou au contraire, lui montrer sa gorge en signe de soumission suffit à désamorcer un conflit. Le chef de la colonie menacée a tranché. Il ne veut pas de ces intrus sur son territoire. Les ressources alimentaires sont insuffisantes pour être partagées. Commence alors le processus de dissuasion et d'intimidation, à l'issue duquel les trois mousquetaires devront quitter les lieux. Mission accomplie. Le mâle dominant a renforcé sa position dans le groupe en repoussant les intrus. Dans un milieu stressant comme celui-ci, on voit clairement émerger le schéma social des rats. Il suffit qu'un vieux paquet de chips tombe du ciel. Et maintenant, chacun va éprouver ses aptitudes politiques. Face à un tel enjeu, il faut recourir aux formules classiques. Manipulation, ruse ou autorité, suivant la position que l'on occupe et le courage politique dont on est doté. Première méthode, inciter un congénère à y aller et attendre posément son retour pour lui voler son butin. Montrer à un membre du groupe qu'on le domine en lui faisant faire le travail et en récoltant le fruit de son labeur, c'est ce que Karl Marx appelait la jouissance tranquille de la sueur et du sang d'autrui. Deuxième méthode, se mouiller. Aller choisir soi-même la meilleure des chips et surtout, ne pas se laisser dépouiller au retour. Du courage et de la ténacité, agrémentés d'un soupçon d'égoïsme. Voilà les ingrédients du succès. Et ajoutons-y, pour faire bonne mesure, une pointe d'habileté dans l'art de tirer les ficelles. En tout cas, la parabole des rats et des chips met en lumière trois profils sociaux, l'exploitant, l'exploité et l'entreprenant. C'est un reflet assez fidèle de notre réalité politique et sociale. Et tant pis si la comparaison est peu flatteuse. Un bon politicien doit savoir réunir autour de lui suffisamment de partisans. L'union fait la force. C'est vrai dans l'océan plus que partout ailleurs. Le long des barrières de corail de l'Atlantique patrouillent des escadrons de carangidés. La plupart du temps,
Leurs bancs sont assez clairsemés, mais à la moindre alerte, ils se rassemblent en une masse compacte, moins vulnérable que des individus épars. Comment font-ils pour former de tels essaims? Ils ont un sixième sens, une sorte de toucher fonctionnant à distance. Sur leurs flancs, des cellules captent les vibrations émises par leurs voisins, ce qui leur permet de coordonner leurs mouvements. Si un poisson situé à l'extérieur vire subitement de bord pour éviter un requin, ses voisins immédiats font de même, et ainsi de suite. Ce requin ressort du manège, bredouille. Si les prédateurs sont trop nombreux, les carangidés passent à l'attaque, à leur manière. Ils foncent sur un ennemi, autour duquel ils s'agglutinent jusqu'à faire corps avec lui, se protégeant ainsi des attaques des autres requins. C'est un véritable bluff collectif. Pas de doute, la force de l'union est un puissant moteur. Pour être crédible, le politicien doit soigner son image et sa réputation. Et accessoirement faire semblant de posséder les qualités qui en vérité lui manquent. Encore un enseignement de Machiavel. De l'importance en politique de savoir simuler. Ce chapitre est illustré dans la nature par les craves d'Australie, des oiseaux nicheurs. Des oiseaux tricheurs aussi. C'est vrai en tout cas pour certains d'entre eux qui savent simuler avec un aplomb étonnant. À la saison des amours, les craves se rassemblent en groupe dans leurs arbres préférés, les eucalyptus. Ce sont des oiseaux dits coopératifs. Les parents ne sont pas seuls à bâtir le nid, à couver et à s'occuper de leur progéniture. Toute une équipe se met au service de cette noble tâche. Ce sont des individus encore immatures, issus de précédentes nichées, qui jouent le rôle d'assistants. En contrepartie, ces jeunes craves peuvent rester dans le groupe, jouir de sa protection et disposer d'un vaste territoire où se nourrir. Dès que les oisillons sont éclos, l'incessant manège du nourrissage se met en place. Parents et assistants se relayant auprès des petits goinfres. Ainsi, la surveillance du nid est assurée en permanence. La chasse aux insectes également. On ne peut pas imaginer nourrissage plus efficace. Mais certains assistants semblent trouver ce système d'échange peu équitable. C'est trop d'énergie dépensée pour une simple protection de la communauté. Alors, ils trichent. On le voit clairement dans la scène qui va suivre. Arrivé au nid avec un insecte dans le bec, ce crave s'apprête à le déposer dans la première bouche à nourrir. Son prédécesseur s'attarde un instant pour s'assurer qu'il reste bien auprès des oisillons, puis repart à la chasse. En apparence, tout se passe comme prévu. Le travail d'équipe fonctionne. Les uns allant chercher des proies, tandis que celui qui est au nid sert la sienne aux oisillons. Mais voilà qu'un grain de sable vient se mettre dans les rouages. Au moment de lâcher sa béquille dans une de ses gueules avides, au moment d'accomplir son devoir social, cet individu va déraper. Il hésite comme s'il voulait narguer les poussins. Puis, goulûment, il avale l'insecte. Cet oiseau ne joue pas le jeu. Il feint d'assumer son devoir pour profiter de la protection du groupe et de la richesse de ce territoire. Là, on est tout près de l'abus de biens sociaux. On n'apprend pas aux vieux chimpanzés à faire de la politique. Surtout pas à ceux du zoo d'Arnhem aux Pays-Bas, qui ont été observés par le professeur Frans de Waal et son équipe.
Les mâles ont entre eux une vie politique intense et complexe. Dans mon livre « Politique des chimpanzés », j'explique comment ils forment des coalitions et s'appuient sur la stratégie du diviser pour régner. Les mâles concluent de véritables arrangements. Franz de Waal a réuni un groupe mixte afin que les relations sociales des chimpanzés soient identiques à celles qui prévalent dans la nature. C'était une première, qui a donné lieu à un spectacle de télé-réalité édifiant. À la tête du clan, un mâle dominant entouré de mâles subalternes. Jiambo, qui vient de détrôner Jing, est le nouveau chef. Les saluts que lui adressent les autres à son passage prouvent que son pouvoir est bien assis. Le groupe compte maintenant sur lui pour assurer sa sécurité. À l'écart, Jing, le leader évincé, rumine sur sa disgrâce. Le chef doit constamment veiller à ce que les liens sociaux, les fils du réseau qu'il a créé, ne se distendent pas. Jiambo n'est rien sans l'approbation de sa tribu. Son statut peut être remis en cause à tout moment. S'il veut se maintenir au pouvoir, il ne doit pas inspirer la peur, mais la confiance. Faire régner l'harmonie et non la terreur. L'évolution a pourvu les chimpanzés, comme les humains, d'un esprit logique. Ils savent se projeter dans l'avenir, faire des calculs. Or, le calcul, comme la ruse, est un outil indispensable pour réussir en politique. Démonstration. On enterre des oranges en ne laissant voir qu'un minuscule morceau de peau. Et on observe. Jiambo a instauré une certaine harmonie dans son groupe, mais chaque individu veille malgré tout à ses intérêts personnels. Cette femelle a repéré une orange. Si elle la déterre tout de suite, les autres, elle le sait, viendront en quémander des morceaux. Que faire ? Attendre son heure, celle de la sieste. Le calme s'est installé. C'est le moment d'agir. La patience et le calcul ont porté leurs fruits. Mais il y a une deuxième orange, et un autre chimpanzé l'a repérée. Lui aussi étudie la situation, calcule ses chances, prépare son coup comme tout bon tacticien. Au cours des repas pris avec le chef, plus question de mettre en avant ses propres intérêts. Il faut accepter que Jiambo puisse être mieux servi que les autres. C'est l'une des prérogatives du dominant. La nourriture est toujours source de conflits et de frustration. En partageant, Jiambo entretient son image de bon chef. C'est encore du calcul sur l'avenir. Entre Jiambo et Jing, l'ancien mâle dominant, l'ambiance reste tendue. Et quand ils éprouvent le besoin de s'affronter, mieux vaut ne pas se trouver sur leur chemin.
Souvent, dans ces moments de tension, ce sont les femelles inquiètes pour leur progéniture qui tentent de calmer le jeu. Celle-ci est allée trouver Jing après la querelle et l'a enjoint de le suivre. Elle le conduit jusqu'à Jiambo. En posant sa main sur la tête de la femelle, Jiambo accepte son salut et lui rappelle qu'il est le chef. Elle achève de lui rendre hommage. Est-ce un préliminaire amoureux? Non, un geste politique. Un acte calculé. La femelle a joué le rôle du médiateur, tellement important en politique pour résoudre les conflits. Grâce à elle, Jing a pu s'approcher de Jiambo sans que leurs regards se croisent. La médiation a fonctionné. Jiambo décide d'effacer le différend en épouillant Jing. Un geste d'apaisement exemplaire. Mais si les femelles arrivent parfois à désamorcer les conflits, très souvent aussi, elles en sont elles-mêmes l'enjeu. En tant que dominant, Jiambo a le monopole sur les femelles en chaleur qui doivent sans rechigner condescendre à ses désirs. N'en déplaise aux autres mâles. Derrière ce badinage se cache une ambition politique. Jiambo doit, le premier, transmettre ses gènes. Et du même coup renforcer ses liens avec les femelles du clan. Mais comment faire quand on n'est pas le chef? Tout passage à l'acte sexuel, au nez et à la barbe du mâle dominant est une source d'ennui. À exclure si l'on veut éviter la zizanie. Seule solution, donner aux femelles des rendez-vous secrets quand Jiambo a le dos tourné. Zuli est devenu un spécialiste des amours clandestines. Puisque Jiambo ne le voit pas, il n'y a aucun risque. Erreur. Jiambo a des espions. Joeri s'empresse d'aller dénoncer Zuli. Et voilà la stabilité du groupe à nouveau menacée. Jiambo doit réagir. Son statut de chef est en jeu. Zuli sort de sa cachette et tente le tout pour le tout. Il cherche à impressionner la galerie, histoire de voir si d'autres membres du clan seraient prêts à faire alliance avec lui contre Jiambo. Mais Zuli se retrouve seul dans son camp. L'indifférence des autres ajoutant encore à sa rancœur. Doublement frustré, il cherche maintenant à se défouler sur les femelles, cible facile quand on veut faire le bravache. Il va même jusqu'à frapper Mama, la plus âgée des femelles, celle que tout le monde respecte. Ce faisant, il perd l'estime de tous et apparaît définitivement comme un jeune ambitieux, trop impulsif, incapable de faire un bon chef, rayé de la liste. Mama va ostensiblement s'asseoir près de Jiambo, rendre ainsi hommage au chef. C'est river son clou à Zuli. La capitulation de Zuli est d'autant plus criante que Jiambo ne l'a pas pris au sérieux. Inutile d'engendrer davantage de tension dans le groupe en affrontant ce jeune bout de feu. Son flegme a court-circuité l'arrogance de Zuli, l'aura de la force tranquille. Zuli n'a plus qu'à faire amende honorable s'il veut être réhabilité.
Jiambo ne daigne même pas le regarder. Mais Zuli connaît les gestes qui permettent de demander pardon et de montrer sa soumission. Pour consolider sa victoire, Jiambo a tout intérêt à se montrer magnanime en acceptant que Zuli réintègre sa place dans le groupe. Tout est rentré dans l'ordre. Mais Zuli n'a pas dit son dernier mot. Il est déjà en train de calculer. Il a compris son erreur. Ne pas avoir tissé suffisamment de liens sociaux. Un chef doit montrer aux autres qu'ils sont importants, ou du moins le leur faire croire. L'incident lui a servi de leçon. Il va se mettre au travail, cultiver des alliances, et un jour prochain, il sera le chef et jouira de tous les avantages de cette position. Dans une société évoluée, la politique est plus qu'un simple tremplin vers le pouvoir. C'est, comme le disait Aristote, une pratique noble pour rendre les citoyens heureux au sein de la cité. Le facteur clé pour diriger un tel État, l'organisation. Dans les forêts du Jura suisse vit l'une des sociétés les mieux organisées et les plus égalitaires au monde. Où peut-on être sûr de trouver des individus entièrement dévoués au bien de la communauté, sinon dans une fourmilière? Mais attention, ces fourmis se différencient des autres espèces par leur régime social. Elles ont mis en place une superstructure qui, en termes d'organisation, surpasse toutes les autres communautés animales. Plus de guerre, plus d'esclavage. Dans cet État fédéral, l'entraide et la paix sont la règle. Ce phénomène a bien sûr aiguisé la curiosité des biologistes. Arnaud Meder travaille à l'université de Lausanne dans l'équipe qui étudie depuis plusieurs dizaines d'années cette super colonie de fourmis des bois. Des centaines de kilomètres de pistes relient une fourmilière à l'autre. Arnaud Meder les localise à l'aide du GPS, de façon à cartographier précisément le réseau. Il obtient ainsi une vision globale de la colonie qui permet de comprendre comment fonctionne cette société hyper organisée. On peut la comparer justement à la Suisse, un État fédéral réunissant de multiples collectivités territoriales, en l'occurrence 1200 fourmilières. Les plus grandes sont appelées des nids mères et sont toutes reliées à des nids secondaires, des stations de relais chargées de gérer un secteur précis. Des secteurs, la supercolonie en compte une soixantaine répartis sur tout le territoire et chaque secteur comprend jusqu'à 25 fourmilières. Il faut bien cela pour gérer une telle mégalopole sans rien laisser au hasard. Et pendant les périodes les plus actives de l'année, on voit même se former, suivant les besoins, des nids saisonniers, où sont stockés les vivres. Pas une faille dans ce gigantesque réseau. Tout est prévu pour que tous les membres de la fédération puissent circuler, communiquer, échanger efficacement. Ce qui suppose une structure radicalement différente de celle des fourmilières classiques. Dans cette société, il y a 150 millions de fourmis, ce qui est phénoménal. Mais d'autant plus impressionnant, il y a des centaines de milliers de reines qui coexistent
en parfaite harmonie. Il n'y a aucune guerre dans ce système qu'on pourrait comparer à une sorte de fédération sans dirigeants, complètement auto-organisée, basée sur une politique d'entraide commune. Et pourtant, on ne tombe jamais dans une anarchie. Pas de dirigeant. Aristote doit se retourner dans sa tombe. Pourtant, ce système d'autogestion dénote un degré d'organisation hautement spécialisé. Les fourmis des bois communiquent constamment. Contactent par les antennes, échangent de phéromones. Elles s'informent mutuellement des besoins de tel ou tel secteur ou des risques d'intrusion annoncés ici ou là. Qu'un incident survienne dans un des secteurs de la supercolonie, il est aussitôt annoncé par le biais de ces autoroutes de l'information. Un problème de disette quelque part, séance tenante. Les ouvrières des autres nids acheminent des vivres vers l'endroit sinistré. A-t-on besoin sur un chantier d'effectifs supplémentaires? Pas de souci. Les fourmis des bois ont la particularité de s'adapter à toutes les tâches. Il y a même des ouvrières préposées aux interventions d'urgence. Des intérimaires multifonctionnels. On peut aussi avoir besoin d'effectifs additionnels pour coloniser un territoire. Auquel cas, les ouvrières transportent une ou plusieurs reines qui vont pondre au sein de la nouvelle fourmilière. On appelle ça le phénomène de bourgeonnement. Dans cette société, il y a un véritable paradoxe scientifique qui est lié à la théorie de la sélection de parentèle. Cette théorie prédit qu'un individu va en aider un autre à partir du moment où il lui a apparenté. Or, dans une fourmilière de la supercolonie, il peut y avoir jusqu'à 1500 reines et donc une très grande diversité génétique, ce qui fait que les individus ne devraient pas coopérer. Alors évidemment, on se demande actuellement les raisons de ce paradoxe. Pour mieux comprendre cette structure sociale stable et idéale dans ce cas précis, peut-être qu'il nous reste beaucoup de choses à apprendre d'elle. La libre circulation des individus entre les nids est-elle un droit inaliénable dans la supercolonie? Pour le vérifier, Arnaud Meder a prélevé dans différentes fourmilières des échantillons qu'il a coloriés. Arborant la couleur qui correspond à leur colonie d'origine, les fourmis sont libérées à l'endroit même où elles ont été soustraites pour quelques minutes à leur labeur. Au bout d'un certain temps, fourmis bleues et fourmis roses se croisent sans manifester la moindre agressivité. Elles se considèrent comme membres de la même fédération. Ce qui compte, c'est l'odeur qu'elles portent, le code chimique de la supercolonie. Et il est visiblement le même pour toutes les fourmis, bien qu'elles habitent des nids différents. Les individus sont donc libres de circuler d'une fourmilière à l'autre. Cette forme de fédéralisme social est encore une alternative à tous les systèmes que nous avons pu observer dans le règne animal. Notre tour du monde politique nous a-t-il révélé l'existence d'une société parfaite? Il nous a montré une chose en tout cas. Bien avant que l'homme ne tâte de la politique, les animaux avaient déjà mis en place l'esclavagisme, la diplomatie sexuelle, le calcul et autres stratégies machiavéliques. L'homme serait donc un animal politique parmi tant d'autres. Peut-être alors devrait-il jeter un autre regard sur les sociétés animales. Qui sait si elles n'ont pas encore quelques idées à lui souffler.